on va enchaîner tout de suite avec une autre présentation qui est plus de nature assez différente, qui concerne la consultation des utilisateurs par rapport à leurs besoins et leurs préférences pour un outil prévisionnel. Donc, c'est vraiment une autre sphère un peu de la recherche. Et je vais présenter l'équipe rapidement. En fait, l'équipe de recherche qui va vous présenter, c'est d'abord Anissa Frini, qui est professeure titulaire à l'Université du Québec à Rimouski, qui a un doctorat en opération et système de décision. Et ses recherches touchent l'aide à la décision en général, l'aide multicritère à la décision participative, les méthodes multicritères dynamiques, la modélisation de l'incertitude et les décisions en contexte de développement durable. Il y a également Marie-Amélie Boucher, qui est professeure à la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke, qui a un doctorat en génie civil et une maîtrise en génie civil de l'Université Laval. Et ses recherches touchent surtout la prévision hydrologique d'ensemble et convergent vers l'amélioration constante de sa qualité pour pour mieux servir la société. Et finalement, Valérie Jean, qui a fait des études en anthropologie à l'Université Laval, puis en biologie à l'Université du Québec à Rimouski, qui a par la suite complété une maîtrise en sociologie de l'environnement. Elle est professionnelle de recherche à l'UQAM depuis 2018 et agit comme coordonnatrice sur des projets qui lient les sciences sociales et environnementales. Donc, la présentation je vais vous donner son titre, c'est « Outils prévisionnels en temps réel des crues, compréhension des besoins et mécanismes décisionnels des futurs utilisateurs ». Et juste avant de débuter la présentation, on va avoir encore un petit mot de la direction de l'expertise hydrique qui va nous permettre de positionner le projet dans la programmation InfoCru. Donc, ça va être Dominique Roussel qui va faire cette petite présentation. Ouais, merci Alexandre. Désolé Anissa, je vais devoir te voler le partage d'écran brièvement. Est-ce que tu pourrais juste le désactiver? Oui, merci. Ça ne sera vraiment pas long. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Parfait. Donc, c'est ça. Pour faire un rappel, ben là, je vais y aller rapidement. La plupart d'entre vous étiez là pour la première diapo qui est la même que mon collègue Simon a présentée. Donc, InfoCru qui fait partie du plan de protection de territoire face aux inondations. Cette fois-ci, le projet insiste plus sur le volet cartographie prévisionnelle des secteurs, donc pouvant inonder sur un horizon de quelques jours. Et puis, c'est 50 bassins versants là, qui vont être couverts par ce projet-là. Encore une fois, on s'inscrit dans le grand soutien d'Ouranos à ce projet-là InfoCru, dans les 4 thématiques. On va être plus du côté de l'axe valorisation des produits cartographiques, valorisation de l'outil prévisionnel et réglementaire. Donc, ce projet-là s'inscrivait dans le plan de travail pour la valorisation d'outils prévisionnels. Et puis, c'est ça, c'est les mêmes choses qui ont été discutées tout à l'heure. Si on va plus au niveau de la composante prévisionnelle, donc, qu'est-ce qu'on fait? On parle de prévision de débit à la DEH qu'on produit pour des horizons jusqu'à 6 jours. Pour les sites jaugés, donc les sites avec des stations hydrométriques qui mesurent le débit. Donc, on vise à atteindre environ, même dépasser le 150 sites à terme du projet. Mais également de produire de la prévision à des sites non jaugés. C'est-à-dire qu'évidemment, comme on vise la production de cartes d'inondation, ça s'étend beaucoup plus large et ça couvre plein de territoires qui ne sont pas à proximité d'une station hydrométrique. Donc, c'est environ 2000 sites non jaugés là, pour lesquels on va produire du débit. Il y a une évaluation de l'incertitude. On va continuer d'utiliser notre système de prévision qui provient de la compagnie Deltares, qui est Delfios, le modèle hydrologique Hydrothème. Une équipe de 7 prévisionnistes. Et puis le nouveau produit là, qui est très intéressant, qui va découler d'InfoCru, c'est la prévision des étendues, des profondeurs d'inondation, donc jusqu'à 2 jours. Donc le maximum atteint pour la journée, pour les prochaines 24 heures, puis ensuite pour les 24 heures qui suivent. Actuellement, on a 19 bassins versants qui sont en rodage, disponibles à des conseillers en sécurité civile experts dans les directions régionales du MSP.
Et puis, la version publique est en développement pour 2023, donc dès l'année prochaine. C'est en collaboration entre le ministère de la Sécurité publique puis le ministère de l'Environnement. On vise la diffusion de 2 scénarios, donc il est important pour nous de caractériser l'incertitude, même au niveau des cartes. Donc, on veut produire une carte qui est produite à l'aide d'un scénario de prévision médian et un scénario fort qui va être aux alentours d'une probabilité de non-dépassement de 75 %. Et puis, les banques de simulation hydraulique sont préparées par ECRAS et LISFLOOD, tout dépendant dans quel secteur de modélisation. Plus spécifiquement, là, pour les retombées de ce projet-là, dans le fond, ces résultats-là, ils vont être utiles, et j'ai mis en parenthèse le sont déjà, parce que c'est déjà commencé, pour déployer nos produits cartographiques opérationnels. Parce qu'on veut on voulait orienter rapidement les premiers choix pour le premier visuel. Et puis, comme ça va être disponible dès l'année prochaine, c'était une mine d'informations, ce projet-là, pour bien placer nos pions pour la première version du produit. Évidemment, ça ne s'arrêtera pas à une première version. Il y a des autres actions qui découlent du projet qui vont être considérées dans les améliorations successives. Et le dernier résultat, là, qui est vraiment pas le moindre pour améliorer notre compréhension des besoins des utilisateurs de la prévision. Moi, personnellement, pour avoir assisté aux résultats, là, déjà, c'est une mine d'informations. C'est vraiment très complet. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Puis je suis sûr que ça va alimenter les réflexions pour la recherche dans les prochaines années. Donc, voilà. Je cède le terrain à Anissa et son équipe. Merci. Faut arrêter. Ouais. Alors, bonjour tout le monde. Vous voyez bien l'écran? Oui. Oui, ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Merci Alexandre, merci Dominique pour présenter un peu le contexte du projet. Donc, le projet s'intitule, en fait, le projet tourne autour de la compréhension des besoins et des mécanismes décisionnels des futurs utilisateurs de l'outil prévisionnel en temps réel des crues. Ouais. OK. Alors, l'objectif général du projet, c'est de réaliser vraiment une grande consultation, une consultation très large auprès de divers groupes d'utilisateurs qui seront appelés à utiliser cet outil. Donc, ces groupes d'utilisateurs comprennent les municipalités, les ministères, des organismes concernés par les inondations et les citoyens, parce que l'outil serait destiné à tout ce monde-là. Pour les objectifs spécifiques de cette consultation, tout d'abord, c'est de collecter les préférences quant à la nature de l'information qui sera présente dans l'outil, donc quoi présenter dans l'outil et comment la présenter, donc sur la nature et la présentation de l'information, comprendre la façon dont les utilisateurs interprètent les prévisions probabilistes et comment ils comprennent les prévisions de débit versus les prévisions de profondeur et comment ils veulent voir ces prévisions-là. Et à la lumière de cette compréhension-là, de proposer une communication efficace des prévisions. Vous allez voir, on a présenté des maquettes avec différentes façons de représenter l'incertitude et à partir de ces maquettes-là, on a des propositions par rapport à une communication des prévisions. Et il y avait aussi un volet sur la compréhension des mécanismes décisionnels des différents utilisateurs. L'équipe du projet, donc il y a moi-même, Marie-Amélie Boucher, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke, qui est co-chercheur, Valérie Jean, qui est coordonnatrice du projet. Alors, on va présenter aujourd'hui, nous trois, le projet. Nous avons aussi eu la collaboration précieuse de Raphaël Desjardins, qui a participé avec nous, qui est chez Ouranos, et qui a participé avec nous dans les entrevues qu'on a menées et dans certains focus group. Puis, bien sûr, c'est un projet qui a été énergivore en termes de temps parce qu'on a collecté énormément d'informations, donc il fallait faire travailler beaucoup d'étudiants pour la transcription des entrevues et leur analyse. On a fait vraiment l'analyse par l'analyse de contenu, ce qui donne des résultats intéressants, mais qui demande bien sûr, donc on avait 4 étudiants à la maîtrise, 4 étudiants au bac et 2 professionnels de recherche.
En termes de méthodologie, en fait, on avait l'outil. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller demander à des répondants de différentes organisations comme des ministères, des municipalités. On a aussi les organismes, on a fait des entrevues avec les organismes. Ensuite, le volet citoyen qui était composé des agriculteurs et des citoyens. Pour les ministères, on a conduit 24 entrevues, les municipalités 52 entrevues à travers le Québec, donc à travers tout le Québec. Les organismes, 9 entrevues. Puis, avec les agriculteurs, on a fait des focus group. On a fait 2 focus group avec les agriculteurs et 11 focus group avec les citoyens. Pour les 4 premiers groupes, les ministères, les municipalités, les organismes et les agriculteurs, la grille d'entrevue, ou en tout cas les questions, étaient composées en 2 parties. Tout d'abord, une partie sur comment communiquer et visualiser les prévisions. Donc, on a collecté les préférences des utilisateurs là-dessus. Puis, dans un deuxième temps, on présentait des maquettes, 4 maquettes différentes aux utilisateurs et on essayait de comprendre qu'est-ce qu'ils aimaient moins dans ces maquettes-là pour justement connaître ce qui est le mieux pour eux. Pour les citoyens, on est passé directement aux maquettes. Donc, notre objectif avec les citoyens, c'était vraiment de comprendre, une fois qu'ils ont l'outil face à eux, qu'est-ce qui est le mieux, comment on va représenter l'information de la meilleure façon pour qu'elle soit compréhensible par finalement monsieur tout le monde. Donc, voilà. Alors, ensuite, on a fait une analyse thématique des contenus et on a élaboré des propositions là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de l'échantillonnage en tant que tel, on s'est assuré tout d'abord pour le volet avec les municipalités qu'on couvre toutes les régions administratives, qu'on couvre aussi bien les petites municipalités que les grandes municipalités et aussi de couvrir des municipalités dont le risque d'inondation est faible, moyen ou élevé. Donc, on a utilisé un échantillonnage aléatoire stratifié et pour faire sortir une première liste. Ensuite, on a complété cette première liste avec un échantillonnage ciblé pour nous assurer vraiment de couvrir l'ensemble de ce que je viens de dire. Pour les ministères, on a eu une liste qui nous a été recommandée par l'équipe thématique au début du projet. On a rencontré 5 ministères, mais comme vous l'avez vu, on a fait 24 entrevues parce qu'on a, pour les ministères, on a rencontré les directions régionales, donc de différentes régions. Pour les organismes, l'échantillonnage s'est fait à partir d'une liste qui a été encore une fois proposée par l'équipe thématique. Les organismes qui ont été considérés sont les OBV, l'UPA et la financière agricole. Puis pour les citoyens, il y avait les 2 volets. Les agriculteurs nous ont été fournis par 3 fédérations régionales de l'UPA et on a fait 2 entrevues de groupe. Puis pour les citoyens, c'est les municipalités qui les ont recrutés pour nous. Donc, ils ont été sollicités à partir de leur municipalité. Et encore une fois, ici, on a essayé vraiment de couvrir tout le Québec avec différentes municipalités de différentes tailles, dans la mesure où les municipalités ont accepté de nous aider. Ensuite, donc voilà, alors ça donne cet aperçu-là. On a pour les municipalités 52 municipalités. Des fois, dans certaines entrevues, on a plus qu'un participant. Donc, au total, on avait 69 participants. C'est des personnes des services d'incendie, sécurité civile, coordonnateurs des mesures d'urgence, travaux publics, etc. Pour les ministères, il y avait le ministère de la Sécurité publique, le transport, ressources naturelles, santé et affaires municipales. Puis, ça peut être soit des gestionnaires de terrain, des conseillers, en fait, soit des gestionnaires, soit des intervenants de terrain ou des conseillers. Les organismes, on a fait 4 bassins versants, 3 fédérations régionales de l'UPA, le bureau central de l'UPA aussi et la financière agricole. Puis c'est ça, pour les agriculteurs et les citoyens, comme je l'ai dit, ça provenait de 15 municipalités de régions différentes. Donc, on a vraiment essayé de couvrir toutes les régions. Et pour les agriculteurs, on avait 5 agriculteurs de 3 régions, encore une fois différentes, avec des réalités différentes.
Donc voilà, alors je laisse maintenant la parole à ma collègue Valérie Jean, qui a agi en tant que coordonnatrice dans le projet pour présenter le premier volet des résultats. Par la suite, Marie-Amélie Boucher prendra la relève pour la suite, pour la présentation des résultats sur les maquettes. Alors, bonjour tout le monde. Donc, on a pris la décision à nous trois de garder le partage d'écran fait par Anissa. Donc, je vais parfois demander à Anissa de passer à la diapo suivante. Donc, ça va être plus simple que de refaire un partage d'écran. Donc, on peut y aller, Anissa. Donc, rappeler que c'est donc une enquête qualitative. Et donc, les entrevues étaient des entrevues longues, entre 1h30 et 2 heures, et on avait des thématiques, si on veut, qu'on a abordées. On commençait par l'organisation et le territoire qui étaient concernés par le répondant, et ensuite, on abordait les prévisions, c'est-à-dire la façon dont les prévisions étaient ou non utilisées. Quelles étaient les autres façons de faire pour aller chercher de l'information concernant une inondation appréhendée? Quel était le rôle, l'utilité de la prévision? Comment l'incertitude était intégrée dans la prise de décision? Est-ce qu'il y avait une préférence pour une prévision de débit ou pour une prévision de profondeur et d'étendue ou même une prévision de niveau, parce que cette prévision-là est revenue à plusieurs reprises lors des entretiens? Et quel était l'impact d'une mauvaise prévision? Donc, on a abordé beaucoup d'autres points. Compte tenu du peu de temps qu'on a pour l'immense recherche qu'on a fait, on a très, très synthétisé. Donc, on a beaucoup moins d'éléments dans la présentation aujourd'hui qui concernent les mécanismes décisionnels parce que là, ça nous aurait pris sans doute une bonne demi-heure de plus. Ensuite, on voulait vérifier la confiance envers les prévisions de la DEH qui s'avère fondamentale si on veut comprendre la confiance éventuelle que les gens pourraient avoir envers un futur outil de prévision qui compléterait finalement celles qui sont actuellement émises. On voulait comprendre quelles sont les informations à inclure dans l'outil de prévision, quels sont les besoins finalement des utilisateurs et comme Anissa le mentionnait tantôt, on a présenté à la fin 4 maquettes qui visualisaient différemment la prévision et suite à ça, on a quelques constats qui permettent de cibler en fait quelques propositions plus importantes. Donc, la première question, une des premières questions qu'on leur demandait, en fait, qui est une question toute simple, qui était de nous dire c'était quoi pour eux une inondation. Ça avait l'air anodin, mais ça donnait déjà un peu le ton, si on veut, sur les préoccupations de chacun. Donc, évidemment, une des définitions, c'est la plus simple, c'est tout simplement quand l'eau sort du lit normal de la rivière ou pour d'autres, lorsqu'un seuil est dépassé. Dans ce cas-ci, pour les ministères, c'était essentiellement les seuils d'inondation qu'on retrouve sur le site Vigilance, donc qui sont relativement connus. Mais les municipalités, il y en a qui utilisent ces seuils-là, mais d'autres qui ont leur propre seuil, en fait. Se sont déterminés des repères à partir desquels ils considèrent qu'une situation devient critique. La définition qui est revenue le plus souvent donc par le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Santé, le ministère des Transports, puis une grande partie des municipalités, c'est lorsque la sécurité des gens ou encore lorsque les biens sont menacés. Donc, c'est vraiment la définition pour eux d'une inondation. Non, je ne suis pas encore rendue là tout à fait, Anissa. Lorsque les infrastructures sont touchées, c'en était une autre. Et essentiellement, le MTQ disait, nous, l'inondation, c'est simplement quand les routes, le réseau routier provincial est touché. En dehors de ça, on n'est pas en inondation. Et une municipalité a donné une définition qui est intéressante parce qu'elle est liée à la saisonnalité. Donc, quelqu'un disait, nous, je peux ne pas encore être inondé, mais je suis en période d'inondation et donc, tout mon dispositif se met en place, je me prépare, je suis déjà comme en mode inondation. Donc, on peut y aller. Donc, on leur demandait ensuite quelles étaient les principales conséquences pour eux des inondations. Alors, pour les municipalités, je voudrais juste attirer l'attention. Donc, en fait, les chiffres 48, 31, c'est le nombre de fois que l'élément a été nommé par les participants. Donc, je voudrais simplement attirer votre attention sur les 2 éléments principaux, donc les résidences, donc les impacts sur les résidences et les impacts sur les axes routiers, et le relier très spécifiquement, parce que dans le discours des gens, c'est vraiment ce qui ressortait, c'est relié pour les municipalités à un enjeu qui est crucial, qui est l'enjeu d'évacuation.
Donc, il y avait d'autres conséquences, mais c'est ces deux-là qui les préoccupent réellement parce que, ultimement, la décision la plus délicate qu'ils auront à prendre, c'est celle d'évacuer un territoire. Les conséquences ont été nommées par les ministères, les organismes ou les agriculteurs. Je vous fais une synthèse très, très rapide. Donc, évidemment, sécurité des personnes et des biens, le réseau routier, on en a parlé tantôt, les conséquences sur la santé, y compris psychologique, et ça, y compris le ministère de la Santé, mais aussi le MSP a mentionné cet aspect-là, si on veut, des conséquences sur la santé. Les impacts sur le territoire public, évidemment, mentionnés par le maire, et les impacts économiques pour les citoyens, pour les agriculteurs, qui ont été nommés par différents ministères, par les organismes et par les agriculteurs. Donc, on peut poursuivre. Donc, ensuite, on essayait de comprendre est-ce que les participants auxquels on s'adressait utilisaient déjà les prévisions. Alors, sans trop de surprise, les ministères, essentiellement le MSP, le MERN, le MTQ, utilisent pour la très grande majorité les prévisions qui sont émises par la DEH et qui se retrouvent sur le site Vigilance ou sur le site du ministère de l'Environnement. Et à peu près la moitié des municipalités les utilisent et certains OBV. Mais il y a d'autres sources aussi qui sont utilisées. Et ce qui a été nommé, entre autres, c'est les prévisions d'environnement et changement climatique Canada, Hydro-Québec, Tetra Tech, Rio Tinto et surtout pour les municipalités et pour une grande portion des municipalités, Hydro-Météo. Donc, c'est vraiment une source présentement qui est extrêmement utilisée, qui est extrêmement mobilisée. Et pour l'ensemble des autres, de tous les acteurs, il y avait évidemment d'autres types de prévisions de sources diverses et essentiellement des prévisions de météo, en fait. On peut y aller. Donc, autre façon de faire pour obtenir des informations. Donc, on essayait de savoir, parce qu'en fait, la prévision, elle n'est jamais utilisée toute seule. Elle est toujours en complétée, si on veut, par d'autres types d'informations. Donc, presque tout le monde procède à une évaluation empirique de la montée des eaux. Donc, il y a des municipalités qui ont parlé de caméras de surveillance, de règles millimétriques. Beaucoup se mettent des repères visuels. Donc, ça, c'est mobilisé par à peu près tout le monde. Une grande proportion de municipalités, de ministères et d'organismes et d'OBV, en fait, utilisent aussi des données en temps réel qui sont produites par la DEH ou par une autre organisation et évaluent finalement l'évolution de ce qui est en train de se produire à partir de ces données en temps réel. J'aimerais attirer votre attention sur ce que nous ont dit certaines très petites municipalités qui, en fait, ont très, très peu d'outils et ont peu d'expertise et, en fait, se fient essentiellement aux alertes du MSP. Et enfin, les municipalités et les OBV communiquent avec les citoyens et reçoivent des informations des citoyens pour avoir une idée parfois de ce qui se passe là, sur certains secteurs précis de leur territoire. Donc, on voulait savoir quel est le rôle et l'utilité des prévisions dans un contexte de prise de décision. Alors, les intervenants des ministères, on avait des intervenants qui étaient plus régionaux, d'autres pour lesquels le territoire était carrément la province au complet. Donc, il y a un enjeu de contextualisation dans leur travail parce que finalement, il faut arriver à appuyer les municipalités, donc à avoir une logique d'action qui est relativement localisée, mais à l'intérieur d'un territoire qui est beaucoup plus vaste. Donc, on ne connaît pas nécessairement de manière systématique tous les points sur lesquels il va falloir intervenir. Donc, la prévision doit essentiellement comprendre le triptyque, la prévision, seuil, conséquence. Une prévision toute seule, si on n'a pas le seuil d'inondation auquel elle réfère, puis des conséquences éventuelles sur le territoire, elle est beaucoup plus difficile, elle est beaucoup moins en fait utile et elle est beaucoup plus difficile à utiliser. Donc, la mise en contexte en fait de la prévision est essentielle. Pour les municipalités, les enjeux sont un peu ailleurs. Donc, on parle d'un territoire local. Donc, les gens connaissent leur territoire, connaissent même très souvent le comportement des cours d'eau qui sont sur leur territoire. Et la prévision, elle joue un rôle d'alerte, mais elle confirme aussi et elle ajoute de la crédibilité aux décisions qui doivent être prises. Et en fait, elle répond à deux enjeux, celui dont on a parlé tantôt, l'enjeu d'évacuation, et un enjeu qui est central pour les municipalités, qui est la communication. Donc, la communication tant aux élus, parce qu'ils ont à faire valider, si on veut, des décisions qui vont devoir être prises,
avec les ministères, parce qu'ils interviennent, les ministères sont souvent en soutien aux municipalités, donc ils sont en communication continue avec certains ministères, et peut-être la communication la plus centrale et la plus importante, celle avec les citoyens. Donc, maîtriser, si on veut, un message de risque aux citoyens qui soit bien entendu, si on veut. Donc, on voulait savoir de quelle façon l'incertitude était incluse dans la prise de décision. Donc, il y a comme 3 cas de figure, si on veut. Le premier, et ça concerne le plus souvent des organisations qui sont assez bien organisées. Donc, dans ce cas-ci, j'ai mis une petite citation qui vient d'un représentant du ministère des Transports. Donc, l'information incertaine, elle est complétée par des informations expertes qui viennent donner un portrait, si on veut, et un peu retirer, si on veut, l'incertitude de l'information ou lui donner un peu plus de poids, je dirais. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, qui est aussi pour une organisation assez bien constituée, donc c'est plutôt dans le cas des plus grosses municipalités. L'incertitude fait partie de la décision, mais en fait, la prévision sert juste dans un premier temps, à évaluer une tendance. Donc, elle n'est pas immédiatement reliée à une prise de décision. Il y a une capacité d'attendre que l'incertitude diminue avant de prendre une décision. Mais le troisième cas de figure, donc ça montre vraiment des organisations à géométrie variable, des très, très petites municipalités ont souvent une équipe qui est à peu près inexistante, des pompiers volontaires, c'est souvent le directeur général de la municipalité qui est responsable de la sécurité civile de sa population et dans leur cas, ils ont besoin de temps, c'est-à-dire entre la prise de décision et l'action, il y a un délai beaucoup plus grand qui est requis et donc ils sont souvent obligés de prendre l'information incertaine et de s'en servir pour prendre tout de suite une décision, quitte à ce que la décision ne soit pas nécessairement la bonne. Donc, je pense que ces 3 cas de figure-là nous permettent de dresser une sorte de portrait dans lequel les prévisions, la façon dont les prévisions sont intégrées, si on veut, dans le processus de décision. On voulait ensuite, puisque c'est l'objet de l'outil qui va être proposé dans le cadre de l'initiative InfoCru, fournir une cartographie de profondeur et d'étendue d'eau, on voulait savoir si finalement il y avait une préférence des futurs utilisateurs entre une prévision de débit et une prévision de profondeur et d'étendue. Alors, je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ceux qui utilisent déjà les prévisions de débit, on avait vu que c'était une grande partie des répondants des ministères et la moitié des municipalités. Ils n'ont pas de problème à utiliser le prévision de débit. Ils sont très, très à l'aise avec cette donnée-là. Mais plusieurs, malgré tout, préfèrent l'idée d'une prévision de profondeur et d'étendue, considèrent qu'elle serait plus facile à lire, plus proche de la réalité du terrain et qu'elle est aussi plus proche des conséquences potentielles qu'il faudrait cibler là, sur le territoire. Puis, une majorité considère que débit plus étendue et profondeur serait vraiment un gain et qu'en fait, ils veulent tout avoir dans le même outil. Pour les organismes, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait une majorité qui souhaitait les 2 informations, prévision de débit, profondeur et étendue. Je voudrais attirer votre attention sur les réponses qu'on a eues par rapport à des représentants de l'UPA et de la financière agricole qui, eux, avaient relativement moins d'aisance avec les prévisions de débit, donc préféraient réellement la prévision de profondeur et d'étendue, mais nous ont aussi mentionné qu'en fait, c'est l'étendue qui les intéresse et que la profondeur était une information beaucoup moins pertinente pour eux. Et c'est la même chose donc pour les agriculteurs qui sont tout à fait dans le même cas de figure. Ce qu'ils veulent savoir, c'est l'eau va se rendre jusqu'où, la profondeur, donc l'épaisseur de l'eau dans les champs est plus ou moins pertinente. En jaune en bas, je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans tous les groupes d'utilisateurs, il y a eu à un moment donné ou à un autre lors des entrevues une grande confusion entre la notion de profondeur ou de hauteur et celle de niveau. Donc, puis je voudrais dire que aussi beaucoup de municipalités utilisent la notion de niveau
certains OBV, certains ministères. Et donc là, il y a vraiment un enjeu, il y a un travail, il y aura certainement un travail à faire pour présenter correctement cette cartographie pour que cette confusion-là n'interfère pas dans la capacité des utilisateurs à bien comprendre la prévision qui leur est fournie. On voulait savoir qu'est-ce qui était pour eux une mauvaise prévision et quels étaient les impacts de cette mauvaise prévision-là. Je pense qu'on peut dire, il y a une très courte citation qui dit à peu près tout, c'est-à-dire beaucoup de gens ont dit « mieux vaut trop en faire que pas assez ». Donc, dans ce cas-là, une sous-estimation était considérée comme l'erreur la plus grave. Donc, l'idée, en fait, c'est la peur de mettre des gens en danger ou de mettre des infrastructures en danger. Mais la surestimation a quand même été nommée par certains. Ce qui était alors nommé comme impact potentiel, c'était des coûts, évidemment, la surmobilisation des effectifs, mais surtout la perte de crédibilité du message d'urgence. Ça brouille en fait l'efficacité de la communication et ça est particulièrement important chez certaines municipalités. Donc, il faut toujours se souvenir que l'enjeu de communication est vraiment grand. Donc, la crédibilité du message d'urgence, c'est vraiment quelque chose qui les préoccupe. Pour certains, le fait que la prévision soit trop incertaine, ça devient une prévision qui est inutilisable. Puis, dans une moindre mesure, évidemment, l'erreur temporelle ou une prévision trop éloignée de la réalité ont aussi été nommées, là, mais c'était réellement dans une moindre mesure. On voulait enfin savoir quel est le niveau de confiance envers les prévisions de la DEH. C'est important parce que si le niveau de confiance au départ n'est pas bon parce que pour les prévisions qui sont déjà émises, on peut s'attendre que ça ait un impact finalement sur la confiance qui pourrait être mise à profit envers les prévisions de profondeur et d'étendue qui compléteraient donc le système prévisionnel en place. Donc, la moitié des participants des municipalités, la majorité des participants des ministères et la majorité des organismes ont considéré qu'ils avaient un bon niveau de confiance. Il y a quelques critiques qui ont été soulevées, qui reviennent souvent d'un groupe à l'autre, entre autres le manque de stations hydrométriques ou des stations qui sont mal situées. Il y a des municipalités qui parlaient d'une station, par exemple, prise en aval de leur territoire et ils avaient le sentiment que leur propre territoire était mal documenté. Toute la problématique des embâcles, donc beaucoup de municipalités vivent des inondations par embâcle, donc la difficulté du système à prendre en compte la présence de glace, ça reste quand même une critique et une réalité là, qui va d'ailleurs se répercuter dans le futur outil. Et il y en a qui ont dit que les prévisions n'étaient pas toujours fiables. Et pour l'UPA, les prévisions étaient peut-être mal adaptées aux réalités des agriculteurs. Donc, la manière dont elles sont émises présentement, il considérait que les agriculteurs avaient beaucoup de difficultés à les mobiliser. Je reviendrai, Anissa, juste sur un dernier point. Il faut aller plus vite, Valérie. Ah, OK. Donc, les besoins auxquels l'outil doit répondre. Donc, il y a 4 grands besoins qui nous ont été donnés. En fait, les gens nous disaient qu'est-ce qu'on voudrait avoir dans l'outil et nous, on a fait une typologie de besoins. Donc, le premier besoin, c'est celui d'obtenir des informations qui aident à l'interprétation de la prévision. Il y a toutes sortes de choses, mais l'élément qui est revenu très souvent, c'est des informations complémentaires, couvert neigeux, état de la glace, conséquences anticipées, etc. Le deuxième besoin, c'est celui d'avoir confiance envers l'outil, notamment d'obtenir une prévision fiable. Donc, ça rappelle ce qu'on a dit précédemment. Le troisième grand type de besoin, c'est celui de voir l'incertitude. Donc, c'est extrêmement important pour les gens de bien voir l'incertitude de la prévision. Et enfin, celui de pouvoir utiliser l'outil dans le cadre du travail. Donc, notamment, simuler des scénarios, enlever ou mettre des couches d'informations, c'est considéré comme étant essentiel, si on veut, dans l'outil. Ensuite, on leur demandait si l'outil est cartographié, qu'est-ce que vous aimeriez voir représenté? Donc, beaucoup de gens ont nommé des éléments qui réfèrent au besoin de se repérer par rapport au territoire réel. Le deuxième grand besoin, c'est celui de repérer rapidement la vulnérabilité des zones à risque, donc il y a plusieurs éléments là, qui répondent à ce besoin-là. Et le troisième besoin, Anissa, celui d'ajuster l'utilisation de l'outil aux enjeux qui sont propres aux utilisateurs. Donc ça a été nommé à plusieurs reprises et je pense que c'est un point là, qui sera très important de considérer. Là.
Donc, on souhaitait, puis là, on approche vraiment de l'outil lui-même. Il y a des éléments très concrets qu'on voulait, pour lesquels on voulait avoir une information un peu plus précise. Donc, on voulait savoir quel était l'horizon temporel optimal qui était souhaité. Donc, il y a 2 horizons à retenir, le 1 à 3 jours. Il y a une grande majorité de gens là, qui ont manifesté cet horizon-là comme étant un horizon optimal, mais je voudrais attirer votre attention sur celui de 7 jours. Donc, tantôt, on avait des cas de figure où des gens avaient besoin de plus de temps, ou voulaient avoir une idée de ce qui s'en venait sur un horizon un peu plus long. Et donc, il faut peut-être garder en tête là, ce 2e horizon plus long. Ensuite, on voulait comprendre quelle était la résolution peut changer, la résolution temporelle de la prévision, donc de quelle manière elle est racontée, est-ce que c'est une prévision horaire ou une prévision aux 24 heures? Bon, et ce qu'on constate en fait, c'est que le plus fin possible est le mieux. Donc, ce qui a été demandé, c'est soit le plus fin possible, soit une prévision avec une résolution aux heures. Donc, dans les propositions qu'on a émises, on prend en compte là, ce besoin-là d'ajuster. Ça permet aux gens d'ajuster finalement les décisions qui sont prises et d'avoir une modulation beaucoup plus fine des actions. Et quelle est la fréquence de mise à jour souhaitée? Là, les gens ont répondu, il n'y a pas de tendance en fait. Je pense que les gens avaient le sentiment qu'il y avait probablement des contraintes techniques et donc toutes sortes de réponses ont été obtenues. La recherche montre que plus on est capable d'avoir une fréquence serrée, donc une fréquence plus courte, mieux c'est. Donc, on a émis une série de propositions. Je vous en adresse simplement quelques-unes. Donc, l'horizon, fournir un horizon de 3 jours avec un horizon de 7 jours, mais en indiquant l'incertitude qui est incluse dans dans cet horizon plus long. Concernant la résolution temporelle, donc inclure un pas de temps le plus fin qui soit techniquement réalisable, mais permettre à certains qui n'ont pas besoin de ce temps-là plus fin de pouvoir l'agréger sur un pas de temps supérieur. Donc, d'avoir, peut-être le faire aux 6 heures ou 12 heures, selon les besoins. La fréquence de mise à jour, donc ajuster ou augmenter la fréquence d'émission en fonction de ce qui est techniquement faisable. Et indiquer clairement l'information relative à la fréquence de mise à jour, inscrire la date et l'heure de la dernière mise à jour. C'est un point qui est revenu systématiquement dans à peu près toutes les entrevues qu'on a eues. Et conserver les données des dernières mises à jour de façon à permettre de comparer avec la plus récente puis de repérer une tendance, si on veut. Donc, ça, c'est un élément qui nous a été proposé à plusieurs reprises également. Donc, Marie-Amélie va présenter la dernière partie qui était un exercice, en fait, où on montrait 4 maquettes différentes et là, où on aborde vraiment la visualisation des prévisions comme telles. Oui, tout à fait. Donc, on peut passer à la prochaine diapo sur laquelle il y a justement ces 4 maquettes-là qu'on vous montre d'un seul coup. Ici, sont en anglais tout simplement parce qu'on les a traduits là, dans le but de la première publication du projet. Donc, il faut savoir d'abord en partant que les prévisions probabilistes sous forme de cartes comme ça, donc sous forme d'étendue et de profondeur, c'est un produit qui commence à être développé par différents organismes. Il n'y a pas beaucoup de guidelines, donc il n'y a pas beaucoup de bonnes pratiques, disons, pour ce qui est de la visualisation de ce type de prévision-là, alors qu'il y en a beaucoup déjà pour les prévisions probabilistes de débit. Donc, on a commencé par faire une revue de littérature en s'inspirant beaucoup de ce qui se faisait dans des domaines un peu connexes, comme par exemple les prévisions d'ouragan. Donc, il y a quand même une bonne littérature là, qui concerne, par exemple, le choix d'une échelle de couleurs, toutes sortes d'éléments par rapport à la visualisation de ça. Et sur la base de cette revue de littérature-là, puis en collaboration avec la DEH, on a pensé à 4 possibilités qui sont évidemment pas les seules, mais 4 possibilités pour présenter l'information probabiliste comme ça sous forme de carte. C'est tout un défi parce que maintenant qu'on n'a pas seulement le débit, en fait, sur lequel on a de l'incertitude, bien en fait, l'incertitude se retrouve dans les 3 dimensions spatiales, en plus du temps. Donc, on a de l'incertitude en X, en Y, en Z, en plus de l'incertitude temporelle. Donc, c'est assez difficile de représenter tout ça, mais quand même en conservant une façon de le présenter de façon simple.
Donc, la première maquette, juste pour résumer, la première maquette, ce qu'on voit, c'est que l'utilisateur doit choisir une probabilité de dépassement. Donc, par exemple, avec un curseur, mais ça pourrait être aussi avec un menu déroulant. Et on affiche une carte qui montre les profondeurs d'eau correspondantes. Donc, autrement dit, pour les zones en bleu très pâle, c'est 15 cm. Donc, on a une probabilité très élevée ici de dépasser ce 15 cm. Donc, ça, c'est la maquette 1. La maquette 2 ne fait pas appel à la notion de probabilité explicitement pour représenter l'incertitude. Ça se fait plutôt d'une façon indirecte à travers un petit hydrogramme qu'on a en haut. Donc, dans cet hydrogramme-là, l'utilisateur peut sélectionner trois scénarios d'évolution de la crue en termes de débit. Donc là, ce qu'on voit sur la diapositive, c'est l'utilisateur qui aurait sélectionné un scénario médian qui correspond à ce que vous voyez en rouge dans l'hydrogramme, mais on a quand même toutes les traces en gris qui nous donnent une idée non chiffrée, mais qui illustre un peu l'incertitude. Et encore une fois, on a la carte sur laquelle, cette fois-ci, il y a un point rouge, le point rouge étant juste le point de prévision de débit. La maquette 3, qui est en bas à gauche, c'est un peu une variante, donc c'est-à-dire qu'on a encore une fois un hydrogramme, mais on ne choisit pas un scénario d'évolution de la crue, on choisit une valeur fixe de débit. Donc, dans le cas que vous voyez, c'est 300 mètres cubes par seconde. Ce 300 mètres cubes-là par seconde peut être en relation avec la prévision qu'on voit en gris ou pas. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur pourrait utiliser cette maquette-là pour juste faire des scénarios. Il pourrait choisir un débit qui n'a aucun lien avec les tracés qu'on voit en gris dans le spaghetti block. Même chose, on voit la carte correspondante. Et la dernière maquette, la maquette 4, c'est l'inverse total de la maquette 1, fait encore appel aux notions de probabilité. Donc, cette fois-ci, on demande à l'utilisateur de choisir la probabilité de dépasser une profondeur. Donc, ici, on aurait choisi 30 cm. Et on a la carte qui représente cette fois-ci les probabilités. Donc, c'est une cartographie des probabilités. Il faut mentionner juste que ici, on a tout présenté en bleu. On avait aussi une version avec une échelle plus de type feu de signalisation parce que selon la revue littérature, c'était les deux choix les plus courants et appréciés, disons. Donc, juste par rapport à la préférence des utilisateurs par rapport aux maquettes, donc dans l'entrevue, on leur demandait de placer ces maquettes-là en ordre de préférence. On leur demandait aussi de les commenter, ce qui a donné lieu à des propositions assez intéressantes de combiner deux maquettes ensemble, de faire une maquette complètement différente. Donc, ça a donné lieu quand même à des bonnes discussions. La figure que vous voyez là, ce que ça représente, c'est l'ordre de priorisation pour chaque maquette. Donc, pour la sous-figure A, c'est la maquette 1. Donc, ce qu'on voit, c'est la fréquence avec laquelle la maquette 1 occupe le premier rang, donc la fréquence avec laquelle c'est la maquette préférée, ou le deuxième choix, le troisième choix, et ainsi de suite, pour les différents groupes. Donc, par exemple, les municipalités sont en bleu. Vous remarquez, entre autres, sur la sous-figure C, qui concerne la maquette 3, qu'il n'y a pas de barre rouge. C'est parce que, suite aux entrevues avec les municipalités et les ministères, la maquette 3 a été jugée inappropriée, a priori, disons, pour les citoyens. Donc, elle ne leur a pas été présentée. Donc, les citoyens n'avaient pas cette maquette-là. Et en gros, ce qu'on peut voir assez rapidement quand on regarde cette figure-là, c'est que la maquette 2 serait l'option préférée là, de la plupart des groupes. Donc, on voit ça dans la figure B. On voit qu'elle occupe le plus souvent le premier rang pour la majorité des groupes. Et à l'inverse, la maquette 4 était souvent jugée pas utile. En fait, les gens ne savaient comme pas trop quoi faire avec cette maquette-là. Ils ne l'aimaient pas beaucoup. Donc, de façon générale, la maquette 1 a posé beaucoup de difficultés de compréhension, principalement avec les probabilités. En fait, c'était super intéressant globalement de faire les entrevues parce que ça permettait de comprendre un peu comment les gens, justement, reçoivent l'information, puis de les faire parler un petit peu pour qu'ils expliquent la façon dont eux comprennent les notions de probabilité. Puis, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de problèmes avec l'interprétation des probabilités qui étaient, je pense, dus aux probabilités elles-mêmes, donc à des notions purement mathématiques, mais pas seulement à ça. C'est que les gens
pour la plupart, ne savent pas comment la prévision hydrologique est produite. Puis ça les intéresse. Donc, il y a eu beaucoup de questions de gens qui demandaient, par exemple, oui, mais est-ce que la neige est considérée dans la prévision hydrologique? Ou est-ce que c'est l'ensemble du bassin qui est considéré ou c'est juste comme un petit morceau? Ou de quelle façon les stations de débit sont prises en compte? Donc, il y a un intérêt pour mieux comprendre le processus de prévision, mais c'est quelque chose qui est assez inconnu des gens. Fait que la maquette 1 était quand même appréciée, mais un peu mystérieuse. Il y avait des difficultés d'interprétation. La maquette 3, comme je le mentionnais, elle a été jugée comme requérant une grande expertise, juste parce que ça amène les gens à choisir un débit qui n'est pas nécessairement relié à la prévision. Donc, ça pouvait poser problème sur comment on le choisit, dans le fond, ce débit-là, puis à quoi ça sert. Par contre, certains ont souligné qu'elle pourrait avoir des vertus pédagogiques pour faire des démonstrations, pour expliquer à des gestionnaires différentes situations. Puis la maquette 4, comme je le mentionnais, il y a plusieurs personnes qui ne savaient pas quoi faire avec puis qui ne voyaient vraiment pas l'intérêt de cette maquette-là. Puis trop de manipulation, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient « Oui, mais là, dans le fond, si je veux avoir un bon portrait de la situation, il faut que j'aille comme sélectionner plein de profondeurs différentes, puis c'est trop compliqué. » La maquette 2 est la préférée. Entre autres, parce que ça combine à la fois la carte, mais aussi l'hydrogramme que les gens connaissent déjà. Donc, ceux qui sont déjà habitués de travailler avec des prévisions de débit sont comme contents de retrouver l'hydrogramme. Ça permet de repérer aussi l'évolution temporelle de la crue. Donc, on a un visuel sur ça. On a inclus les seuils de vigilance dans l'hydrogramme, comme c'est le cas actuellement sur le site de vigilance. Donc, ça, c'était bien apprécié. Et puis, ça représente l'incertitude, mais sans faire appel aux probabilités. Donc ça semblait être plus simple pour les gens, puis ça pouvait éviter, du moins en partie, la confusion, en fait. Donc, on peut aller ici. Bon, pour ce qui est des citoyens, il y avait différentes propositions là, qui avaient été faites parce que l'idée, ce serait peut-être pas d'avoir une maquette ou une façon de présenter l'incertitude ou la prévision qui serait unique pour tous les groupes d'utilisateurs. Donc, peut-être d'ajuster la présentation visuelle en fonction de l'audience. Et en particulier pour les citoyens, il a été mentionné par les municipalités, par les ministères que peut-être ce serait une bonne idée de ne pas permettre le choix d'un scénario extrême et, par exemple, de leur montrer tout l'hydrogramme, donc les traces en gris qu'on voyait tout à l'heure, mais de seulement avoir en rouge le scénario médian, de ne pas permettre d'aller chercher un scénario de débit fort ou de débit faible, par exemple. Ensuite, juste l'autre point qui restait, c'est que, comme Valérie l'a dit, pour certains groupes d'utilisateurs, donc les citoyens et les agriculteurs, la profondeur de l'eau ne semble pas être une information essentielle. Ce n'est pas l'information qu'eux recherchent en premier, c'est vraiment plus l'étendue. Puis ça, c'est super pratique parce que ça peut simplifier beaucoup l'affichage dans le sens où le fait d'éliminer des informations, nécessairement, ça simplifie les choses quand vient le temps de le présenter. Ici, c'est juste pour dire que ce qui découle beaucoup des entrevues, c'est le rôle central des municipalités. Donc, les municipalités, on le sait, sont vraiment au cœur du processus décisionnel, sont vraiment au premier plan quand vient le temps de prendre des décisions importantes en situation d'inondation, puis sont interpellés à communiquer avec les citoyens d'un côté, avec les ministères, parfois avec des organismes. Donc, on pense que les municipalités devraient vraiment être au cœur des préoccupations pour le développement de cet outil-là. Il y a un très grand besoin de formation sur différents sujets, puis dans tous les groupes d'utilisateurs, je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y avait un très grand intérêt des répondants pour notre approche. Donc, les gens, par exemple, ont tous mentionné qu'ils étaient intéressés à donner leur avis à nouveau si on avait une raison de les interroger encore. Ils sont intéressés à maintenir un dialogue, à améliorer le dialogue avec les gens qui produisent les prévisions. Et c'est ça. Donc, les gens ont répondu de façon très, très, très positive à cette enquête-là. Je
pense que... OK, oui. Ouais, on arrive à la conclusion, donc ouais, je te cède la c'est ça. parole. Alors, je vais conclure. Tout d'abord, comme vous l'avez vu, c'est une grosse enquête. Il y a eu des entretiens, des focus group, donc il y a eu une quantité d'informations énorme. Puis les entrevues avec tous les thèmes, puis là, on n'a pas tout présenté. Il y a des thèmes comme sur les mécanismes décisionnels qui ont été abordés et tout. C'est des entrevues d'environ 2 heures qui ont été faites avec chaque groupe, et sauf les citoyens où ça a été un peu plus court. Donc, ça a produit beaucoup d'informations. On a 4 rapports, 2 articles en cours de rédaction. Donc, juste, j'attire votre attention qu'il y a d'autres informations qui n'ont pas été présentées. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter les rapports. Alors, les résultats obtenus qui n'ont pas été présentés, tout d'abord, on a fait, à part la recherche qualitative, on a fait aussi une recherche quantitative. On a administré un questionnaire auprès de 104 citoyens sur les facteurs d'adoption de l'outil prévisionnel. Donc, c'est quoi les facteurs qui vont faire qu'ils vont l'utiliser ou pas? En fait, les résultats sont concordants avec ce qu'on a obtenu dans la recherche qualitative, mais ils sont complémentaires. Donc, par exemple, les résultats ont montré que la confiance en l'outil, la facilité d'utilisation, l'utilité perçue, le risque psychologique que ça peut avoir sur l'utilisateur et l'influence sociale, ça, c'est des facteurs qui viennent de la littérature, et il a été démontré que ces facteurs-là ont une influence sur l'adoption de l'outil prévisionnel par les citoyens dans notre cas. Donc, c'est ça. Alors, comme je le disais, les résultats sont concordants avec la recherche qualitative, mais complémentaires. On a aussi plus d'éléments sur les mécanismes décisionnels. Donc, pour chaque groupe, le type de décision qui est pris, plutôt les types de décisions qui sont prises, la complexité des décisions, l'aspect temporel des décisions, comment ces décisions sont prises, les mécanismes décisionnels en tant que tels, les plans d'intervention, la complexité, etc. Comme l'a dit Marie-Amélie, la méthodologie participative s'est vraiment avérée particulièrement pertinente pour traiter ce sujet. On l'a senti dans presque toutes les entrevues. En fait, dans toutes les entrevues, il y a eu un très grand intérêt de tous les participants qui ont participé. Déjà, ce n'est pas évident de demander, c'est-à-dire demander 2 heures de temps pour une entrevue, mais les gens étaient là. Ici, ça nécessitait un peu plus. Des fois, on dit on peut arrêter là, mais non, tout le monde veut encore. Ils étaient vraiment très, très participatifs, puis ils voulaient vraiment donner leur avis. Donc, un grand intérêt. Et pour les étapes futures, on leur a demandé s'ils souhaiteraient qu'on communique, par exemple, avec eux de nouveau pour, par exemple, présenter des versions préliminaires de l'outil pour validation, etc. Puis, à 100%, tous les participants ont accepté. C'est aussi une recherche où nous n'avons pas eu énormément d'obstacles pour aller chercher les répondants. C'est-à-dire que, bon, il y a certaines municipalités qui n'étaient pas disponibles pour répondre, mais en général, si on prend tous les groupes mis ensemble, quand même, la réponse a été positive, les gens voulaient participer. Donc, en fin de compte, c'est une recherche qui répond aux besoins qu'ont les gens de participer à ce genre d'études. Là, ils veulent que leur avis soit pris en compte donc dans les actions concrètes du gouvernement. Ça a été des entrevues qui sont plus longues à mener, mais aujourd'hui, on pense, nous, l'équipe de recherche, que les gains obtenus en termes de crédibilité c'est-à-dire de ce projet d'outil prévisionnel, compense largement les efforts qui ont été mis. Donc voilà, alors ceci termine notre présentation. Donc, si vous avez des questions, il nous fera plaisir d'y répondre. Merci Anissa, Marie-Amélie et Valérie pour votre présentation. Les gens, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou vous pouvez lever la main, puis on va vous donner la parole pour les questions. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Je vais peut-être juste lancer une piste. Je me demandais justement, quand vous parlez de futures actions, selon vous, est-ce que c'est
ce serait quoi les potentiels de ce projet-là pour poursuivre le travail? En fait, quand on a demandé aux gens est-ce qu'ils acceptaient de participer dans de futurs, c'était plutôt de comprendre, c'est-à-dire de voir, par exemple, si on a une première version de l'outil, de la valider auprès des utilisateurs. On peut imaginer un projet pilote auprès d'une université pour tester l'outil. Donc, c'est ça. Et tout le monde avait démontré leur intérêt. Je pense aussi que ça pourrait peut-être être intéressant de revenir un peu plus tard, une fois que l'outil, du moins dans sa première mouture, aura justement été utilisé pour, comme Anissa le disait, faire un espèce de retour d'expérience parce qu'il y aura certainement des choses à améliorer, mais pas juste ça. Je pense que ce serait intéressant d'essayer de voir avec les municipalités si on peut rattacher l'utilisation de cet outil-là à des prises de décision. C'est tout le temps un petit peu délicat d'obtenir une base de données de prise de décision en situation d'inondation parce que il y a une question d'imputabilité et tout ça, mais si jamais c'était possible, ça pourrait être intéressant pour essayer de quantifier la valeur en fait du système de prévision, la valeur économique et sociale. Donc, c'est une piste en fait, à mon avis, qui pourrait être explorée dans le futur. Parfait. Il y a une question de Yves Gauthier dans le chat qui dit « Est-ce que les communautés autochtones ont été consultées? » Non. Non, on n'a pas consulté les communautés autochtones. C'est bon. Il y a une deuxième question de David Dehors qui dit « Avez-vous récolté l'avis d'Hydro-Météo sur leur propre perception des besoins des utilisateurs de prévision? » Non plus. C'est vrai que ça aurait été intéressant de conduire après coup, là, parce que quand même, Hydro-Météo est revenu comme un outil essentiel, mais vu que nous, c'était plutôt sur les utilisateurs, parce qu'Hydro-Météo est beaucoup utilisé par les municipalités. On s'est comme rendu après coup, on s'est rendu compte que oui, peut-être on aurait pu, mais ce n'était pas un utilisateur de l'outil. Donc, nous, on a vraiment… Mais c'est aussi que ce n'était pas le mandataire de l'étude. C'est quelque chose qui s'est révélé à travers de l'étude. Donc, en fait, ça aurait été un petit peu compliqué parce qu'il aurait fallu, si on veut, revoir notre plan d'expérience en quelque sorte en cours d'étude, puis là, essayer de planifier quelque chose pour les interroger. Mais encore une fois, ça pourrait peut-être être une suite du projet, là. En fait, ce que ça montre, c'est que ce type de recherche-là, ça lance des pistes, ça lance des questions, ça a répondu à des questions, mais ça lance d'autres questions éventuelles. Je pense que c'est ça un peu la vertu de ce type de recherche-là. Je pense qu'il y a plusieurs avenues éventuellement pour des suites qui pourraient permettre de bonifier et de mieux comprendre aussi les besoins des utilisateurs. Notamment, en fait, nous, on avait une certification éthique, bien entendu, pour réaliser ce projet et on était un peu pris par c'est-à-dire si on voulait apporter des changements, il fallait revenir faire une demande de modification, etc. Surtout si c'est un changement important. Par exemple, comme les groupes d'utilisateurs, c'était pas mentionné les producteurs de prévision dans notre échantillonnage au départ. Donc, si on voulait revenir, il fallait demander de nouveau la certification. Donc, en fait, c'est ça, c'est que vu le temps, la contrainte de temps, c'est un projet qui s'est réalisé en 2 ans et c'est quand même un très gros projet en termes de… Surtout, l'analyse des données a été vraiment très fastidieuse, c'est-à-dire ça a pris énormément de temps, donc on voulait vraiment nous assurer de finir à temps. Parfait. Je vais prendre les 2 dernières questions, puis après, ça va être la fin du webinaire. Il y a une question d'Angelica qui dit selon les consultations, y a-t-il un thème ou un sujet mal compris par l'utilisateur qui mériterait d'être particulièrement approfondi dans une formation sur l'outil prévisionnel?
Il y en a plusieurs, en fait. Puis il faut savoir qu'au début de chaque entrevue, on faisait comme une mini-formation, en fait, mais c'était vraiment très rapide. C'était surtout pour clarifier des termes, comme par exemple clarifier la différence entre niveau et profondeur, la différence entre un horizon de prévision puis le pas de temps, mais c'était très, très rapide. Donc là, la question, ça a l'air de référer spécifiquement à l'outil prévisionnel, donc le modèle hydrologique en tant que tel. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas un thème en particulier qui ressort dans le contexte de la modélisation hydrologique. C'est l'ensemble du processus de prévision hydrologique qui mériterait d'être clarifié. Puis si on va au-delà un petit peu de juste l'outil de prévision, ce qui ressort beaucoup, c'est vraiment les probabilités. Comme par exemple, on a vu que dans une des maquettes, on pouvait choisir un scénario médian pour l'hydrogramme, en fait. Et puis, on a eu quand même à quelques reprises des gens qui ont demandé c'était quoi la probabilité de dépassement du scénario médian. Donc, il y a vraiment des lacunes en probabilité qui pourraient être intéressantes, je pense, d'ajouter s'il y avait un volet de formation. Oui, en fait, c'est ça. Je rajouterais, des fois, il y a des incompréhensions ou des confusions qu'on ne pense pas au départ. Par exemple, plusieurs confondent niveau et profondeur. Donc, pour eux, on se rend compte à un certain moment dans l'entrevue, mais non, on ne parle pas de niveau ici, c'est plus la profondeur. Donc, bien qu'on l'explique au début de la présentation. Donc, comme l'a dit Marie-Amélie, il faut vraiment faire une formation sur plusieurs thèmes à la fois. Et j'ajouterais probablement sous forme aussi d'ateliers, c'est-à-dire de mise en situation qui permettent aux gens d'évaluer finalement l'outil dans un contexte de prise de décision, mais fictif, puis essayer de voir comment partager à même cet outil-là, comment partager l'information, comment cibler les décisions à prendre. Et je pense qu'il y a quelque chose dans la manipulation collective, si on veut, de l'outil qui pourrait être intéressant. Merci. Et la dernière question, ça va être Yannick Rousseau qui dit « Merci pour la présentation. Est-ce que les 4 maquettes présentées correspondent à des solutions qui sont réalistes et implémentables lorsqu'on considère les moyens technologiques? Exemple, fréquence horaire. » Il n'y avait pas la fréquence horaire dans les maquettes en tant que telles. Donc, la question de la fréquence horaire, c'est un point qui a été soulevé lors des réponses aux questions, mais il n'y avait pas en tant que tel le pas de temps horaire dans les maquettes. Puis, les maquettes ont été conçues en collaboration avec la DEH, entre autres, justement, pour essayer de considérer un peu ces aspects-là de faisabilité opérationnelle. Donc, oui, les 4 maquettes sont réalistes, si on veut. Parfait. Mais donc, avec ça, je pense que ça va conclure le webinaire Ouranos. Merci Anissa, Marie-Amélie, Valérie et toute l'équipe, bien sûr. Et donc, merci aux participants. Puis, bien, les webinaires vont être disponibles sur le site d'Ouranos en rediffusion si vous voulez les consulter plus en détail. Donc, merci beaucoup à tout le monde et bonne journée.